Bulgarie et de Serbie, ainsi que le Premier ministre éthiopien. Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte était un pays central, voire un élément potentiel dans l'instauration de la stabilité régionale. Dans une interview accordée à la BBC, le chef de l'État a ajouté que le Caire était prêt à jouer un rôle important pour préserver la paix au Moyen-Orient. Le numéro 1 égyptien a par ailleurs déclaré que la relation entre l'Égypte et les États-Unis était stratégique, bien qu'il y ait des divergences de point de vue entre les deux pays dans certains sujets. Il a demandé aux États-Unis de prendre en considération la situation sur le terrain en Égypte, résultant de 4 ans de révolution, ajoutant que le peuple égyptien aspirait à la liberté et à la démocratie. L'Égypte a par ailleurs dénoncé les propos du président turc Recep Tayyip Erdogan à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, les qualifiant d'allégations et de mensonges qui portent atteinte à la volonté de millions de personnes descendues dans les rues contre l'organisation terroriste des Frères le 30 juin 2013. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les allégations turques œuvrent à semer le trouble dans la région et créer le chaos en finançant et soutenant politiquement les groupes terroristes. Voilà pour ce qui concerne la politique étrangère de l'Égypte. Pour ce qui concerne la politique intérieure, eh bien, près de 100 partisans du président islamiste destitué Mohamed Morsi ont été condamnés aujourd'hui à de lourdes peines de prison dans 3 procès pour incitation à des violences en marge des manifestations. 2 partisans de Morsi ont été condamnés à la prison à vie pour des violences ayant causé la mort de 2 personnes à Qalioub, au nord du Caire. Ils avaient été condamnés à mort par contumace en première instance, mais avaient eu droit à un nouveau procès après leur arrestation. Dans un procès pour les mêmes faits, Mohamed Badia, le guide suprême de la confrérie terroriste islamiste, avait été condamné à la prison à perpétuité, accusé d'avoir incité à la violence. On quitte l'Égypte pour la situation en Syrie où les États-Unis et leurs alliés arabes ont détendu leur frappe contre l'organisation terroriste Daesh en ciblant des raffineries, l'une des principales sources de revenus de ce mouvement terroriste. Sur le terrain, au moins 14 personnes ont péri dans des raids dans la province de Deir ez-Zor et 5 civils dont un enfant dans des frappes dans la province de Hasakeh. La France a par ailleurs mené aujourd'hui de nouvelles frappes aériennes en Irak et décrété la mise en berne de ses drapeaux après la décapitation de son otage par des terroristes algériens qui suscitent une émotion profonde dans tout le pays. C'est la 2e fois depuis une semaine que les bombardiers français conduisent un tel raid en appui de l'offensive américaine après la destruction vendredi d'un dépôt d'armes de l'organisation terroriste Daesh. Les attaques de l'armée américaine sont par ailleurs quasi quotidiennes en Irak depuis le 8 août. Passons à l'Ukraine à présent. Mesdames, Messieurs, Barack Obama a appelé hier la Russie à mettre fin à ce qu'il a qualifié d'agression en Ukraine et à choisir la paix préalable à la levée des sanctions occidentales au moment où les négociations sur l'avenir des régions indépendantistes sont au point mort. Prenant la parole à la tribune de l'ONU, le président américain a dénoncé une agression russe en Europe, je cite, qui rappelle une époque où les grandes nations piétinaient les petites pour poursuivre leurs ambitions territoriales. Fin de citation. Il s'agit là d'un commentaire que nous propose Péliane Farou. Prenant la parole à la tribune de l'ONU, le président américain a dénoncé une agression russe en Europe qui rappelle une époque où les grandes nations piétinaient les petites pour poursuivre des ambitions territoriales. Et après 5 mois d'un conflit qui a fait plus de 3200 morts, il a appelé le Kremlin à choisir le chemin de la diplomatie et de la paix, seul moyen d'amener les Occidentaux à lever leurs sanctions économiques. En réponse, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a adressé devant des journalistes russes à New York une fin de non-recevoir au président américain. Les sanctions sont l'affaire des États-Unis. Mais ce qui se passe en Ukraine n'est en aucune façon leur affaire, a déclaré le ministre, selon des propos rapportés par l'agence de presse russe Interfax. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a appelé mercredi soir les Occidentaux à ne pas lever leurs sanctions contre la Russie tant que l'Ukraine n'aura pas retrouvé le contrôle de l'intégrité de son territoire. Il a également dénoncé l'attitude de la Russie qui est selon lui un membre d'insécurité plutôt qu'un membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Une rencontre de M. Yatsenyuk avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon est prévue jeudi, tandis que M. Poroshenko s'exprimera au cours d'une conférence de presse à Kiev.
Ces déclarations interviennent au lendemain de l'annonce de la tenue d'élections présidentielles et législatives le 2 novembre par les séparatistes pro-russes des régions de Donetsk et de Lugansk. Cette initiative a fait l'effet d'une douche froide à Kiev qui attendait depuis plusieurs jours la réponse des séparatistes à la proposition de statut spécial avancée par le président ukrainien Petro Poroshenko. Ce statut spécial visait à accorder une plus grande autonomie aux régions séparatistes et prévoyait la tenue d'élections locales le 7 décembre et une amnistie sous condition pour les combattants. Against the nation, united Ukrainian nation. Help us, God. Thank you. Revenons au terrorisme aux Philippines. Le gouvernement a affirmé aujourd'hui qu'il ne négociait pas avec les terroristes et a rejeté les exigences d'un groupe islamiste qui menace de tuer un otage allemand. Les autorités philippines ont également estimé que le but du groupe n'était pas politique et qu'il cherchait à utiliser la crise internationale provoquée par les terroristes de l'organisation Daesh en Syrie et en Irak pour en tirer des bénéfices financiers. Le Centre américain de surveillance des sites islamistes, SITE, a annoncé mardi que le groupe Abu Sayyaf avait enlevé 2 otages allemands. Et oui, mesdames, messieurs, on se demande toujours comment font ces groupes terroristes pour attirer autant de jeunes autour d'eux, et parfois des jeunes qui ne sont pas nécessairement perdus, paumés, de pauvres types, de pauvres airs, mais même des gens d'une bourgeoisie de bonnes écoles, bonnes universités, beaux quartiers, etc., qui, comme le cas de Islam Yakan, souhaitent, ou même ne souhaitent pas seulement, mais adhèrent à Daesh et partent pour le djihad, entre guillemets, en Syrie. Islam Yakan, un jeune homme de 22 ans, a fait la une des journaux égyptiens et européens le mois dernier. Tout le monde se pose la question, pourquoi a-t-il fait cela? Comment en était-il arrivé là? Et la question qui revient en premier, c'est comment ces groupes terroristes sont-ils parvenus à le manipuler? Son entourage vit sous le choc, surtout son père et sa mère, ainsi que ses 2 sœurs. Il était incapable de faire du mal à une mouche, il ne supportait pas la vue du sang. Il nous a dit qu'il partait en Syrie pour une mission humanitaire. Avant de partir, il disait qu'il voulait aider les Syriens en fournissant des médicaments et de la nourriture et en portant secours aux malades et aux blessés, relate le père. Les détails avec Rim Samir et Ayachel. Islam est issu d'une famille aisée de tendance religieuse modérée. Il a fréquenté une école francophone à Héliopolis au Caire. Il a passé son bac en 2009 et devait terminer ses études universitaires à la faculté de droit en 2013. Mais il n'a ni continué ni obtenu son diplôme. En 2012, Islam n'avait pas encore quitté le pays. Il a rejoint les rangs des frères musulmans et participé à leurs manifestations. Il est devenu l'un des partisans du président déchu Mohamed Morsi. En juin et juillet 2013, il faisait partie du groupe qui a organisé le sit-in de Rabaa al-Adawiya situé à Madinat Nasr. L'histoire de ce jeune homme avec ce qu'on appelle le djihad a commencé il y a 3 ans, le jour où il a décidé de se rendre à la mosquée Al-Rahma située à Madinat Nasr pour suivre des cours de religion et assister aux prêches. Mais les prédicateurs faisaient tout pour convaincre les fidèles de l'importance de se rendre d'un pays à l'autre pour étendre la gloire de l'islam, et ce en imitant le prophète Mohammed qui avait quitté la Mecque vers Médine. En fait, Islam est devenu une proie facile pour ces organisations terroristes. Comme tous les jeunes de son âge qui ont intégré ce genre de groupuscule, Islam a pris connaissance de son idéologie via Internet et dans les cafés. Islam est devenu convaincu que son devoir est de mourir pour Allah. Il voulait se rendre en Syrie pour mener le djihad et se faire pardonner ses péchés pour aller au paradis. Il y a 1 an et demi, Islam a quitté la maison familiale vers 22 heures. Quelques jours après tombent les premières nouvelles. Islam envoie un texto disant qu'il est en Syrie, qu'il préfère rester dans ce pays et propose à sa petite famille de le rejoindre. Il a choisi sa voie, il a tout laissé derrière lui. Du jour au lendemain, Islam, obsédé par une seule chose, le djihad en Syrie. Il est aujourd'hui au service d'une organisation armée sanguinaire qui souhaite répandre une vision ultra rigoriste de l'islam et qui est au cœur d'un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts, principalement des civils. Cette organisation a pour nom Daesh.
En fait, Islam Yakem, le djihadiste égyptien, n'est pas un cas isolé. Il y a 2 autres qui étaient proches de lui. Le premier s'appelle Shaker, âgé de 23 ans, un entraîneur dans une salle de sport qui a commis un attentat suicide en Syrie à l'aide d'une ceinture explosive. Le deuxième est Ali Aïch, 26 ans, diplômé de la faculté de Polytechnique et dont on n'a plus aucune nouvelle, confie un ami proche d'Islam. Et un troisième de nationalité britannique mais d'origine égyptienne, actuellement à Daesh, surnommé Abdelmegid Abdelberi. Mesdames, Messieurs, rebonsoir. On se retrouve de nouveau au studio avec notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Mounir Hamza. Bonsoir. Monsieur Hamza, comme nous venons de l'entendre, Daesh attire les jeunes. Pourquoi des jeunes